Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Alors, nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2025, vendredi. Tout le monde fait le pont, sauf nous. On est les seuls à bosser. On espère. Donc l'épisode, j'espère qu'on va le poster mardi. Donc voilà. Vous pourrez l'écouter aussi si vous faites le pont avec la Pentecôte. Enfin, nous, on est les seuls à bosser avec ma Dream Team, réunis grâce à mon ami Pierrick, qui est déjà venu sur le podcast, Pierrick, qu'on adore. Vous avez fait un épisode exceptionnel et qui m'a amené ici avec lui dans ses valises. Notre cher Ludovic, que je connais très bien et dont j'adore le travail, dont on va parler dans un instant, et Julien aussi. Donc, ravi de rencontrer Julien à cette occasion. Vous allez voir, je pense qu'ils vont nous éclater parce que c'est le top du top, le gratin, ce qui se fait de mieux sur la scène française et aussi peut-être certainement internationale, et c'en est la preuve, de l'IA générative, des créatifs de génie. Ils remplacent à eux trois toute une team d'effets spéciaux. Ils ont travaillé sur un projet top secret en sous-marin. Et là, ils sortent, ils remontent à la surface et ils viennent en exclusivité nous parler de ça sur Comptoiria. Donc c'est génial. Ils vont nous parler de la série sur laquelle ils ont travaillé, House of David, nous révéler tous leurs process, leurs outils préférés, nous parler de la transformation de l'IA. Et je sais que cet épisode est hyper attendu. Donc merci les gars, j'espère que vous allez bien. Avec plaisir. Ouais, mais merci à toi et ça fait super plaisir d'être là, de se revoir si tôt parce qu'on en avait parlé lors de la première fois. On s'est dit, bon, à la fin 2025, on se reverra. Et au final, vrai. tu vois, quelques mois après, on se voit et trop content d'être avec la Dream Team, comme tu dis, avec mes mates de cœur, Ludo et Jus, parce qu'on a vraiment vécu une aventure de malade durant ces 3 mois. Ouais. Magnifique Pierrick. En effet, on avait dit à l'année prochaine pour faire un point et on fait ça beaucoup plus tôt. Au final, c'est pas étonnant, ça va tellement vite dans l'IA générative. Et alors, Pierrick, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contexte, nous expliquer qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait Pékin Express ces 3 derniers mois avec nos deux potes? Ou qu'est-ce que vous avez fait ces derniers mois? Et après, évidemment, on les laissera se présenter aussi. Donc, Pierrick, on va considérer que notre audience te connaît. Ouais. Et dis-nous un petit peu, dis-nous en plus sur ce projet. Et ensuite, Ludo et Julien se présenteront. Du coup, ça s'est passé très très vite. C'était fin janvier. Alors après, les autres s'expliqueront, mais moi, c'est à peu près le même workflow, enfin, le même contexte que Ludovic. On a été contacté parce que justement, House of David, la saison n'était pas encore sortie. La post-production de la saison était sortie, mais le tournage de la saison 2 allait se mettre en place, en Grèce comme la saison 1. Et ils cherchaient des AI artistes pour justement faire les effets spéciaux et les aider dans ce projet-là. Du coup, on a été contacté par mail par un responsable des VFX, un gros responsable des VFX, et Ouais. on a eu un entretien le lendemain, avec le décalage horaire, le lendemain soir. On a eu une offre un jour après et 3 jours après, on était en Grèce en fait. Donc, on n'a eu que 3 jours pour tout préparer parce que moi, j'étais sous contrat aussi avec des boîtes, donc j'ai dû démissionner. Ça a été très, très speed. Ludo, ça a été encore plus speed. Je crois que 2 jours après, il était déjà en Grèce. Donc, du coup, ça te met cash dans le bain parce que déjà, tu t'attends pas quand tu reçois une prise de contact telle quelle, comme tu dis, bon, ok, c'est pour une série, c'est pour Amazon, c'est pas pour 2 semaines. On nous avait dit, ouais, c'est pour 1 mois, 2 mois, et au final, ça a duré un peu plus de 3 mois. Et ça va très très vite en fait. Et après, du moment que le process est lancé, tu reçois tout, billets d'avion, enfin les logements, tout ce qui est administratif. Donc ouais, au début, on avait l'impression de vraiment vivre dans un rêve éveillé parce que déjà, c'était une énorme surprise. C'est arrivé très très vite et après, il nous tardait justement d'être là-bas en Grèce, qui a un énorme studio en conditions réelles, pour goûter à ça, parce que justement, moi je me rappelle tout ce qu'on regardait quand on était petit, les reportages, là on sait qu'on va voir les acteurs, les réalisateurs, donc c'est totalement un autre monde. Là t'es pas dans mon bureau tel que je suis à faire une petite vidéo, Ania, t'as des contraintes, donc c'est plutôt assez ouf en fait. Je laisse maintenant les autres. Magnifique, mon Pierrick. Et en plus, toi, tu as toujours ton fond vert, donc c'est parfait. Juste pour préciser, donc, House of David, moi, je n'ai pas encore vu la série, mais donc c'est une série américaine, Ouais. c'est un blockbuster. Comme ça m'a l'air d'être un peu un nouveau péplum, si on peut dire. C'est l'histoire de Goliath et David, hein. De toute façon, c'est l'histoire qui est dans la Bible, donc il y a pas, c'est une relecture parce qu'ils prennent quand même quelques
quelques libertés. C'est pour ça que ça a pas mal cartonné aux US, notamment, et dans certains autres pays. Donc, ils avaient signé pour 2 saisons, en fait. Là, c'était la deuxième saison. Ouais, c'était la deuxième saison. Et donc, autrefois puissant, le roi Saul est victime de son orgueil. Un prophète se prépare à le renverser pour faire du jeune berger David le nouveau roi. Au fur et à mesure que la fureur de Saul grandit, David découvre l'amour, la violence, la politique à la cour de l'homme qu'il est destiné à remplacer. 2 rois, un royaume, et le résultat ne peut qu'amener à la guerre. Pas mal, dis donc, ce pitch. Et donc, merci Pierrick. Donc, la série sur laquelle vous avez bossé. Et donc, cher Ludo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, moi, c'est Ludovic. Voilà. Je suis tombé dans l'IA générative juin-juillet 2023. Je scrollais sur Instagram et je vois une image de Nicolas Géniart partagée, voilà, et je dis, ça a l'air cool, donc j'ai rejoint son serveur Discord, voilà, j'ai beaucoup appris avec Nico, puis, et puis, voilà, j'ai commencé à partager j'avais un petit compte sur Twitter qui est devenu X maintenant avec une dizaine d'abonnés. Ouais. Et voilà, j'ai commencé à partager mes prompts. Alors moi, j'ai un background, je suis ingénieur chimiste à la base. Ouais. Je suis pas du tout là-dedans. Donc, j'ai commencé à partager des prompts plus avec un thème, en incluant de la chimie dessus. Et voilà, de fil en aiguille, mon compte a un peu grossi. Voilà, comme Pierrick, on est devenu creative partner de pas mal d'outils, que ce soit en image ou en vidéo. Et voilà, donc maintenant, j'ai un compte Twitter qui est à quasiment 26 000 abonnés. Donc, le fameux compte Ludovic Creator, hein, si vous voulez retrouver Ludo. Ouais. Et voilà, et donc voilà, comme pour Pierrick, fin janvier, le mail reçu, le call le vendredi, et le mardi, 2h30, j'étais au studio en Grèce. Magnifique. Directement arrivé de l'aéroport au studio, et là j'ai rencontré John Irwin, le réalisateur. Et ouais, on est parti, comme tu disais, pour la Batman, c'est-à-dire que on est encore sous NDA, donc on n'avait pas le droit de communiquer là-dessus. Et donc voilà, et ouais, c'était inattendu, comme l'a dit Pierrick. Mais voilà, c'était, il fallait tout préparer en 48 heures. Et puis voilà, c'était un truc d'assez fou parce qu'avec Pierrick, on savait, on parlait au téléphone tous les jours. Voilà, on testait les IA, on en parlait, et on s'est rencontrés pour la première fois en Grèce. Pour la première fois en vrai. Ouais. C'est incroyable quand même cette expérience. Énorme. Parce qu'on se dit, tu vois, on est sur du virtuel, on fait tout derrière l'ordinateur, et là, finalement, c'est un projet physique et qui vous réunit, c'est complètement fou. J'imagine que quand on reçoit ça, quand on se fait appeler sur ce sujet, on se demande même si c'est pas un scam au début, quoi. Ça doit faire presque bizarre. Ouais, c'est tout à fait ça. Tu te dis, ouais, qui c'est qui nous fait une blague, c'est ça. Puis après, tu reçois l'invite pour le call qu'on a eu le vendredi, puis là, tu as le nom du gars et que tu vas chercher son profil IMB, tout ça. le mec, il a bossé que sur des blockbusters. Tu te dis, bon, c'est plus du scam. On n'est pas là pour rigoler, quoi. Incroyable. Super Ludo, merci. Et donc, notre cher Julien alors. Donc toi Julien, qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu n'étais pas dans la chimie? T'étais pas dans... Non, j'étais pas dans la chimie. Alors moi, c'est Julien Coquerel. Je viens du milieu de la publicité. J'ai monté une agence de publicité digitale en 2010 qui s'appelle Castor et Pollux, que j'ai revendue il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et quand je suis parti de Castor et Pollux, en fait, j'ai cherché un peu une nouvelle activité, et il se trouve que ça coïncidait un peu avec l'émergence des premières IA, notamment de Midjourney, auquel je commençais à m'intéresser à l'époque. On doit être à peu près au mois de mai 2023.
Et donc du coup, mai 2022, pardon. Et donc du coup, je vais commencer à m'y intéresser. Et puis je vais assez rapidement, puisque moi dans mon entreprise, enfin dans mon ancienne agence, j'étais dédié essentiellement à la partie studio vidéo à la fin. Donc je m'occupais uniquement de la partie Bien sûr. spot TV qu'on commençait également à produire. Et mon rêve a toujours été d'intégrer le monde du cinéma. Et tout de suite, j'y ai vu la petite porte d'entrée par laquelle mon imposture pouvait se frayer un chemin. Et donc, du coup, je me suis dit, l'IA, je pense que ça peut être une bonne façon d'y accéder. Alors, j'ai commencé par des projets personnels où j'ai fait pas mal de trailers donc sur mon compte qui au début s'appelait I Did It, qui est devenu maintenant un studio qui s'appelle Genmakers. Et très vite, j'ai contribué et j'ai fait la rencontre beaucoup plus de contacts en IA de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, j'ai beaucoup plus travaillé avec les Américains et notamment un compte que tu connais peut-être qui s'appelle Jeff Synthesized. Donc, Jeff est quelqu'un qui est déjà réalisateur à Hollywood. Il n'est pas le seul. Il y a Nem Perez, il y a plusieurs acteurs de l'IA aujourd'hui côté américain qui sont déjà du métier, du cinéma traditionnel. Et puis avec lui, j'ai notamment travaillé sur l'initiative de Nem Perez. D'ailleurs, on a refait Terminator 2 l'année dernière. On était une cinquantaine d'AI artistes à s'être divisé le film en scénettes de 3 à 4 minutes. Et en fait, les contacts aidants sur place, eh bien, on a eu la chance d'avoir ce film diffusé sur Hollywood Boulevard, ce qui avait déclenché des premiers articles dans Forbes. Donc voilà, ça a été la première émulsion, je dirais, autour de l'IA et où moi, j'ai pu vraiment me dire, tiens, c'est marrant, on arrive à faire quelque chose de concret. Et puis, cette émulsion aussi autour d'un collectif, je trouvais ça hyper intéressant parce que au départ, pour tout te dire, les 3-4 premiers mois, je me sentais un peu seul. Moi qui sortais d'une agence où on était quand même pas mal Enfin, j'avais déjà une grosse équipe avec moi. Me retrouver seul face à l'écran, je trouvais pas ça non plus hyper motivant. Et très vite, le fait d'être embarqué comme ça dans un projet collectif m'a pas mal inspiré. Et voilà, et je suis en train de participer au nouveau projet d'ailleurs de Nem Perez qui va tourner autour de Alice au Pays des Merveilles, qui s'appelle Wonderland. Et voilà, et en fait, un jour, et ça s'est fait un peu comme avec les Ludo et Pierrick, j'ai Jeff Synthesized qui m'appelle et qui me dit, écoute, moi, je ne vais pas monter sur cette série, mais je vais travailler pour cette série en tant que réalisateur. Et il se trouve qu'il recherche des AI artistes, et un peu comme les garçons, moi j'ai été contacté le vendredi matin, le dimanche midi j'étais dans l'avion. Donc ça s'est fait très rapidement. Tout ça paraît un peu effectivement précipité, mais c'est parce que, et je pense qu'il y a un historique à cela, ce qu'on n'a pas dit, c'est que une bonne partie de la post-prod a été travaillée sur la saison 1 avec un petit peu d'IA. Pour 2 raisons. La première, c'est que le réalisateur John Erwin est très très sensible à l'IA. Il prompte lui-même et a fait aussi des plans full IA sur cette saison 1. Et très vite, il s'est fait accompagner à la fois de Jeff, mais aussi de Heather, dont on n'a pas encore parlé, et qui est la personne Heather Cooper, qui est aussi un gros compte sur X. Pour ceux qui veulent le suivre, et qui est très ami, enfin qui connaît très bien Ludo. Et voilà, et c'est comme ça que s'est fait la connexion entre Heather, Ludo qui connaissait Pierrick, et moi je suis venu plus par la partie Jeff, et j'ai fait l'heureuse rencontre de ces 2 énergumènes avec qui on a passé 3 mois extraordinaires, les yeux écarquillés. Face à cette expérience, quoi, d'intégrer Hollywood du jour au lendemain sans être passé par les différentes cases avant, quoi. Donc c'est ça qui nous a, je pense, le plus surpris et le plus ému. Alors c'est quand même très marrant parce que tous les 3, je connais, et je me mets dedans aussi en 4e. On n'est pas forcément les stars de l'anglais à la base. Non. On est d'accord. J'entends des accents un peu dans tous les sens. Et en fait là, mais par contre, ce que je constate, c'est que tous les 3, votre particularité, c'est que sur X, sur Twitter, donc anciennement, vous postez quand même en anglais. Ça, j'avais déjà échangé dessus avec Pierrick. Et je pense que c'est ce qui vous a permis d'avoir cette présence et d'être présent comme ça sur la scène internationale, de montrer vos travaux, quoi. Vous avez largement dépassé la scène française. Ça, je pense que c'est un point hyper important. Donc après, vous avez fait ça en équipe.
Et donc les gars, dites-moi un petit peu, mais donc comment ça s'est passé? En fait, vous avez été embauché pour faire quoi? Des effets spéciaux? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? En gros, sans trop spoiler, parce qu'on en a parlé au studio en Grèce, c'est quand même un énorme studio, c'est très grand, il y a plusieurs étages, et en bas, il y avait la pièce qu'on appelle le wall. Et la première fois qu'on rentre dans cette pièce-là, c'est assez impressionnant parce qu'elle est immense. Quand je dis immense, elle est immense. Et effectivement, tu vois un immense écran LCD en fait. Et du coup, notre but, parce que comme toute série, il y a des scènes qui sont tournées en extérieur où ils ont des décors extérieurs qui sont magnifiques en fait, et des scènes qui sont en intérieur qui sont un peu plus complexes. D'accord. Et nous, notre taf, de toute façon, quand c'est une série, il y a tel jour, il y a tel shot qui doit être fait en extérieur, tel shot qui doit faire en intérieur. Et nous, on disait, bon, ok, dans 2 jours, on a une shot qui doit faire en intérieur. Devant, il y aura tel ou tel décor, devant le wall, devant le LCD, donc des petits éléments qui vont permettre de faire la mise au point, la perspective, la profondeur de champ. Il y aura les vrais acteurs. Et vous, derrière, c'est de faire les VFX de l'environnement, de ce qui sera demandé par rapport à la vision du réalisateur. Donc, on avait beaucoup de contraintes parce que déjà, ce qu'on affichait à l'écran n'était pas forcément ce qu'affichait le mur. Ensuite, il y avait des contraintes de temporalité parce que les IA sortent du 5-10 secondes, on peut étendre, mais des fois, il nous fallait des shots de 40 secondes. Donc, il y avait beaucoup de ces contraintes-là et une grande majorité de nos tâches, en fait, étaient pour faire des effets spéciaux pour le wall, en fait, pour toutes les scènes qui étaient tournées en bas, en fait, ce qui était énorme parce que on voyait les acteurs. Pour le mur, pour le fond, en fait, quand c'était tourné en intérieur, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un peu ce que fait Disney avec Mandalorian, sauf que eux, ils ont un mur. Expliquez-nous un petit peu. Il y a combien de personnes sur ce tournage à ce moment-là? Quand tu es en bas, t'as tout le monde, en fait. Quand c'est pendant une scène de tournage, t'as tous les réalisateurs, t'as toutes les équipes, t'as tous les acteurs. Ils sont énormément. T'as une émulsion c'est une fourmilière, en fait, quand c'est vraiment le shot final. Et ils retournent plein de fois les scènes. Et à la fin, le dernier mois, on va dire les 3 dernières semaines, on avait la chance qu'ils ont investi dans un deuxième wall. Et en fait, on avait un angle droit. Donc, on avait 2 écrans, le grand qui était là et un autre grand qui était là. Donc, ça nous permettait en fait de faire des scènes beaucoup plus grandes et aux réalisateurs de pouvoir se donner des libertés au niveau des mouvements de caméra qu'ils ne pouvaient pas faire avec un seul wall, en fait. Ah, incroyable. Mais donc, vous faisiez partie de l'équipe effets spéciaux, alors? VFX. On était 7 dans le bureau. 4 AI artistes, donc les 3 Frenchies et Heather Cooper, américaine. Ensuite, un grec qui était George, qui était sous Nuke. Nuke est indispensable. Ensuite, il y avait Kyle, un américain qui était sur Unreal. Unreal est indispensable aussi. Et ensuite, Jaden qui montait les vidéos organisées. Et du coup, quand il y avait des demandes spécifiques, elle pouvait monter une petite vidéo, faire les loops aussi et mettre en place toute la logistique que l'on avait pour mettre sur le serveur et des éléments spécifiques. Waouh, donc incroyable. Et donc sinon, donc ça veut dire cette équipe VFX, 7 personnes, et après des centaines de personnes sur le plateau, les comédiens, toutes les autres équipes, la production. Ouais, plus dans le bâtiment, entre tous les salariés, c'est beaucoup plus. C'est immense le nombre de personnes qu'il y avait. Tu avais beaucoup de personnes qui étaient locales, en fait, de main-d'œuvre qui étaient locales. Mais après, quand tu descendais, oui, là, c'était vraiment un tournage complet, en fait. Donc je comprends l'équipe effets spéciaux. Alors les gars, donc merci Pierrick. Mais dites-moi donc, et vous, derrière, vous utilisiez vous travaillez comment? En live? Et quels outils est-ce que vous utilisez? Non, on travaille pas en live. En fait, comme l'a dit Pierrick, par exemple, jeudi, c'était lundi. Jeudi, ils avaient une scène à shooter. Ils avaient un besoin spécifique de background à mettre sur le mur. Et donc, voilà, on nous a dit, on avait des tâches, voilà, et on s'est... au début, c'était quand même assez désorganisé, le temps que tout le monde prenne ses marques. Mais après, voilà, une fois que tout le monde avait pris le tempo, qu'ils avaient eu un peu plus de visibilité aussi, parce que John Irwin était aussi un passionné et que quelquefois, il pouvait te changer la scène dans la scène dans la nuit et que ce que tu avais travaillé pendant 2 jours, c'était à refaire. Voilà. Et donc, voilà, après, on avait notre tâche
Et le fait qu'on soit 4, on faisait un brief entre nous de comment on allait pouvoir réaliser la tâche. Et donc, vous vouliez faire un fond, et vous travailliez tous les 4 sur le fond? Au début, on travaillait tous les 4 sur le fond, et après, vers la moitié, qu'il y avait de plus en plus de tâches et le tournage s'accélérait, on travaillait souvent par équipe de 2. On tournait des fois Pierrick avec moi, des fois Julien avec Pierrick, ou moi avec Ever. Voilà, on en discutait entre nous, on se partageait les tâches, et puis voilà. Incroyable. Mais la qualité, elle est pro, donc, à ce niveau-là. On n'est pas sûr de quelque chose d'amateur ou de moyen. Il faut faire quelque chose de totalement pro, on est d'accord. Déjà, tu as une demande très spécifique. Et en fait, le but qu'on était 4 et pourquoi on se parlait dès le début, déjà, après, on s'est très vite connus et on savait les workflows qu'on allait faire. En fait, la tâche, la finalité, tu avais plusieurs workflows. Et vu qu'on était 4, ça n'arrivait à rien de faire exactement le même workflow. Du coup, chacun allait vers son workflow, sachant que la finalité, ça serait toujours une vidéo IA, en fait, avec on aurait upscale et tout ce qu'on devait faire à la fin. Ouais. Et ce qui était cool, c'est que pour la même tâche, ils avaient vraiment des rendus différents qui répondaient à la demande, mais au moins, avec les 4 personnes, on mettait nos 5 trucs les meilleurs, on est 4, donc ça fait une vingtaine de propales, et dans les vingtaines de propales, on savait qu'il y en avait une qui allait être choisie. C'était ça le but de se rencarder dès le début pour aller vraiment sur des workflows et des technos un petit peu différentes. D'accord, donc vous aviez cette capacité aussi donc à faire plein de propositions, quoi, en fait, avec l'IA générative. D'aller plus vite. Peut-être pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple c'est John Irwin, c'est ça? De John Irwin, enfin un exemple de John Irwin qui vous demande justement une scène, et de cette demande à comment vous travaillez dessus, et ce que vous utilisez, et ce que vous proposez. On a des scènes, un exemple, on peut en avoir plusieurs. Vous m'entendez? Ouais, vas-y. Ouais. On va prendre un exemple qui a été peut-être le plus compliqué à mettre en place, ou en tout cas sur lequel on a dû faire pas mal de retouches. Mais typiquement, on a une scène avec une forêt en feu. Donc, en gros, il faut savoir déjà la façon dont ils choisissaient les scènes sur lesquelles on travaille sont les scènes les plus coûteuses à tourner. Donc, on va parler des scènes de nuit essentiellement, où les équipes sont payées double. Et qui sont d'un point de vue même matos les plus complexes à tourner pour mobiliser les gens. Enfin, tout est plus compliqué la nuit et plus cher. Donc ça, les scènes de nuit ont été pas mal favorisées. Et un des exemples, par exemple, ça a été effectivement de tourner une scène de forêt en feu la nuit. Où là, pour le coup, nous, on choisissait des outils IA un peu différents, comme le disait très bien Pierrick tout à l'heure. Comme on avait la même scène sur laquelle on travaillait tous, l'idée était de multiplier les workflows en se disant, est-ce que ça va mieux marcher avec Kling, est-ce que ça va mieux marcher avec Crea ou d'autres, ou comme en Runway, peu importe ce qu'on pouvait choisir comme style, ou même dans le workflow complet, puisque c'était assez rare qu'on se borne juste à du mid-journée plus du Kling. Il y avait parfois du mélange, on remixait dans Sora, enfin voilà, on essayait de mélanger et trouver des nouveaux workflows. Pourquoi ? Parce qu'on avait des exigences qui n'existent pas quand on travaille pour soi-même. On nous disait, voilà, la forêt en feu. Alors, c'est une forêt qui est en feu, mais il faut pas que ça soit non plus le brasier intégral. C'est un début de feu. Les arbres, comme on est censé être en Israël pendant l'âge de bronze, il faut taper plus dans le pin de telle région. Donc on allait chercher des images références. On avait des responsables historiques sur l'environnement, sur l'histoire biblique aussi, qui nous donnaient aussi tout un tas de références pour pas qu'on prompte n'importe quel pain, par exemple. Et donc, voilà, avec ces références-là, chacun utilisait des workflows différents. Ça, on en discutait en amont. On avait nos petites réunions entre nous. Et j'insiste parce qu'effectivement, et on a appris pas mal de leçons aussi, et on a pas mal de leçons à tirer de ce tournage-là, d'un point de vue organisation, puisque même si ça avait été un petit peu anticipé sur la partie post-prod de la saison 1,
Pour être très honnête, la saison 2 n'a pas été pensée pour intégrer des gens comme nous dans le tournage. C'est une première mondiale, ça n'a jamais été fait avant qu'on le fasse. Incroyable. Et on a clairement essuyé des plâtres d'un point de vue purement organisation. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, je sais qu'avec Pierrick et Ludo, on a une idée déjà un peu plus précise des choses à éviter, la façon dont il faudrait préparer, notamment en pré-production, à préparer ces éléments-là, notamment toute la partie encyclopédique, les références visuelles, les choses sur lesquelles on va avoir besoin d'intervenir, de nourrir cette base visuelle. Donc voilà, typiquement, on avait une demande, donc je te disais. Donc à la fin, donc là, vous créez 20 vidéos pour cette forêt en feu. Ouais. 20 D'abord vidéos des images. que vous proposez. D'abord des images, parce que le but, D'abord tu vois, des c'est images, pas ouais. non plus de cramer des crédits pour cramer des crédits. Donc, D'accord. on mettait chacun nos 5-6 images qu'on kiffait, qui avaient du potentiel. Ensuite, il y en avait notre supérieur, ou John, regardait les images, il validait, il mettait des tags. La validité historique dont nous parlait donc Julien. Ok. Voilà, et à partir de là, chacun, on avait 1-2 images qui étaient validées, et là, on devait la transformer en vidéo par rapport aux contraintes. Est-ce que la vidéo, ça devait être une loupe ou pas? Donc, en fonction de la contrainte, là, on allait ou Et dans une vidéo de Kling ou combien dans de temps, Ray. en gros? Enfin, 10 secondes Alors, Ouais, Kling les sort du loupes, 10 secondes, mais en fait, ouais. le but, c'était de faire... une des grosses problématiques, ça a été la notion de loupe. Bien sûr. Parce que des loupes qui sont belles, c'est pas simple à faire. Dans Kling, il y avait des tricks, ça valait 1.6, mais il y a 80% de pourcentage de fail, en fait, donc 20% de réussite. Donc, il a fallu trouver des techniques, des combos. Comme disait Julien, on a mixé, on est allé dans Sora, on a fait plein de techniques, on a texté tous les loops possibles, et parfois, il fallait des choses. Donc, magnifique. Et derrière, ensuite, après, ils finissent par retenir une vidéo. Et après, en gros, si je comprends bien, ils mettent les acteurs devant, quoi, c'est ça? Mais en fait, ils les Exactement. testent, John. Ils les mettent sur ton wall, en fait, la vidéo, et ils mettent les acteurs qui jouent la scène devant, c'est ça? Ouais. C'est ça. C'est incroyable. Quand on n'est pas familier avec ce qui se passe derrière la caméra, en effet, c'est complètement fou. Et quand tu regardes le retour caméra, parce que tu vois le retour caméra sur la caméra du réalisateur, donc tu vois l'équivalent d'un écran de TV, tu te dis putain, merde, tu vois pas qu'il y a un mur derrière, en fait. Alors quand tu le regardes avec tes yeux, tu as les décors, tu as les acteurs, tu as le mur, mais quand tu regardes sur l'écran retour, tu dis waouh, en fait, c'est l'avenir, c'est le futur, quoi. Est-ce qu'on appelle ça du XR ou pas, cette manière de tourner? Je sais pas. Je sais pas. Non. Ouais, D'accord, mais les écrans, c'est un peu la technique qui a été inventée, je crois, par la société Vue, mais qui est effectivement utilisée dans les productions du Mandalorian chez Disney, qui l'utilisent de plus en plus. Mais oui, en fait, ça permet surtout aux acteurs de beaucoup mieux se projeter dans l'environnement dans lequel ils sont censés jouer. Un fond vert, c'est pas toujours, ou un fond bleu, c'est pas toujours évident. Et là, au moins, ils ont la sensation. C'est assez drôle parce que pour revenir à l'exemple de la forêt en feu, typiquement, rien que le fait de voir comme ça ce qu'on avait créé sur un ordinateur, le voir diffusé sur un écran de 12 mètres par 6, tout de suite, on a chaud. Et c'est bête, mais ça crée une condition de tournage pour l'acteur et une immersion dans la scène qui est beaucoup plus importante. Et je pense que ça rend le jeu beaucoup plus crédible. C'est aussi une aide pour les acteurs. Les gars, il faut pas oublier. Prenons une seconde peut-être pour... Vas-y, Pierrick. Je dis qu'il ne faut pas oublier, tu n'as pas que le wall, tu as tout le système en dessus de lumière qui match totalement avec la vidéo du fond. Du coup, les acteurs et les décors au premier plan sont dans la chromie et dans l'ambiance du wall qui est derrière. Le système de lumière, il coûte un bras, en fait. Donc, quand tu vois ça, oui, t'as raison, c'est hyper important. La lumière synchronisée, ouais. Oui, non, ça change tout. Oui, non, mais c'est hyper important. Merci de préciser ça, Pierrick. Alors, sur votre système, passons très rapidement un par un tous les trois. C'est quoi vos outils préférés, justement, ceux que vous utilisiez le plus? Est-ce que vous partez de ChatGPT pour faire un prompt et ensuite, qu'est-ce que vous utilisez? Kling, Runway, etc. Et vraiment, chacun me fait une réponse en 30 secondes, 45 secondes. Allez, Ludo, à toi. Après, on a tous nos GPT personnalisés qui sont entraînés sur nos trucs. Voilà, Pierrick a le sien, a les siens, Julien a les siens. Après, on a notre sensibilité. T'as un GPT déjà au début.
moi j'en ai 3 ou 4. Pierrick, pareil. Julien aussi. Et puis après, on les a améliorés aussi. Personnalisé par rapport à un GPT pour la série, en fait, j'imagine. Ouais, et puis après aussi par rapport à. Après, voilà, Pierrick ne prompte pas pareil que moi, Julien non plus. On a tous, comme le disait Pierrick, on travaille tous un peu différemment. Et ça faisait aussi la force de l'équipe, de nous 4 avec Ever aussi. C'est-à-dire que, voilà, il y a des fois, c'était le workflow de Pierrick qui était le plus efficace. Des fois, c'était celui de Julien. Des fois, c'était le mien. Des fois, c'était celui d'Ever. Mais ça nous a permis aussi d'acquérir une grosse quantité de données et d'informations. Et voilà, et plus on avançait vers la fin, plus on avait l'idée de savoir cet outil-là serait le plus approprié ici. Bien sûr. Voilà. Après, moi, j'ai beaucoup utilisé Midjourney pour les images. D'accord. J'ai pas mal de flux dans Syllab aussi, petit coco. D'accord, ok. Un peu d'Hilo Minimax. Et après, en vidéo, honnêtement, on les a tous testés. Après, si on devait en choisir que Magnifique aussi pour les upscale, voilà, parce que il n'y a aucune image qui passait en vidéo tant qu'elle n'était pas upscale. Ton écran de 8 mètres ou 12 mètres, comme on parlait Pierrick, ouais, bien sûr. Pierrick en parlera beaucoup mieux que moi, mais quand on dit... Topaz sur la vidéo, peut-être, je sais pas aussi. Obligé. Ouais, Topaz après les vidéos, mais beaucoup de Photoshop aussi. Il faut pas Pierrick en parlera parce qu'il a eu des tâches très compliquées à faire ou quelquefois avec Julien, on lui a donné la main. Alors moi avant d'arriver là-bas, j'utilisais quasiment jamais Photoshop. Moi, toutes mes images, elles étaient brutes. Tout ce que je partage sur les réseaux, j'ai jamais aucune retouche de Photoshop. Il a fallu que je m'y mette en accéléré. Merci Pierrick. Ça nous a valu de belles parties de rire à ce niveau-là. Et voilà. Et après, en vidéo, honnêtement, l'outil qu'on a le plus utilisé, ça reste quand même Kling. Et puis après, voilà, renouer avec du vidéo tout vidéo nous a été utile sur certains trucs. Julien et Pierrick en ont parlé. Sora avec le remix nous a aidé sur certaines choses aussi. Ray 2 de Luma. Ouais, Ray 2 de Luma aussi. Pendant une semaine, on l'a bien pensé. Sur certains types de scènes, il était très efficace. Et voilà, et le fait de, comme ils l'ont dit tous les deux, de pas utiliser le même workflow, et même des fois, moi je partais sur une image Midjourney, Julien aussi, ou alors je partais sur du flux. Pierrick, il en parlera après, mais il a beaucoup utilisé Minimax d'Hilo en image. Et voilà, et après en vidéo, le plus efficace, on revenait quasiment la plupart du temps sur Kling, et du Topaz vidéo derrière. Et après, ça passait sur du Nuke par notre collègue Georges Grec. Voilà, parce qu'il y avait certains petits problèmes techniques à régler sur les vidéos. C'est quoi ce Nuke? Excuse-moi, je connais pas, Ludo. C'est ce qui est utilisé dans les effets spéciaux, dans les gros films américains. Ça coûte très très cher. En fait, c'est du traditionnel. Ça ouvre énormément de possibilités. Et donc, parfois, il pourrait récupérer notre vidéo Kling et du coup, il upgradait, il faisait une loupe ou il améliorait les feux. Sur certains endroits, il pouvait y avoir des imperfections parce que c'est très aléatoire. Les IA, en fait, il y a un shot qui est cool, mais il y a un petit truc qui est pas cool. Si on relance le shot, on n'aura pas le même. Donc, très souvent, il y avait du new, quoi. Ah ouais. Ok, super. Donc, Pierrick, Julien, sur les outils, oui, ben voilà, vous confirmez un petit peu ce que dit Ludo. Oui, c'est les mêmes. Je pense qu'on était quand même, si tu veux en retenir qu'un pour chaque étape, effectivement, on passe tous par nos GPT personnalisés. D'accord. Moi, il y en a un qui est pas de moi, mais que j'aime beaucoup, qui m'a été conseillé par Ludo, qui s'appelle Marilou, et je leur fais un coucou parce que je trouve ça hyper bien programmé, et ceux qui veulent le télécharger, il est vraiment canon. Vos GPT pour rédiger les prompts texte, image, hein, on est d'accord? Ouais. Alors, on a des GPT spécialisés par outil même, j'ai envie de te dire. On a des GPT dédiés à Kling, des GPT dédiés à Midjourney, des GPT dédiés pour chaque outil. Ils n'ont pas forcément tous la même façon de GPT à l'outil, donc à image ou vidéo, à l'outil
et personnalisé pour la série. Je comprends bien, donc avec l'univers et tout ça, hein, d'accord? Ouais, la temporalité et tout ce qu'il faudrait D'accord. mettre en avant. Et là, ce Ouais. GPT, en fait, vous permet d'interagir et de sortir des prompts sans avoir à tout réexpliquer à chaque fois, Ouais, quoi. sans réexpliquer que les Israélites, ils sont en tunique beige avec des plastrons en cuir marron. D'accord, Voilà, t'as mais tout ça qui est alors là, non, mais tu préintégré. vois, ça, c'est hyper important. Là, moi, vous m'apprenez vraiment quelque chose sur ce GPT, Ouais. et je comprends son intérêt, parce qu'il vous permet, oui, De gagner un d'avoir temps une fou. Et cohérence plus et on de gagner. l'utilisait, plus il connaissait la série, plus les shots, plus il s'améliorait. Donc, vu que c'était une mission de 3 mois, c'était du pain béni. Ouais. Ah ouais, 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 bien sûr. Et donc, ouais, tu me disais, Julien, donc le Ouais, et GPT. après, effectivement, moi, Midjourney, mais parce que je suis un grand fan de Midjourney, c'est ma deuxième femme, j'ai envie de dire, de ma vie. Ça fait 3 ans que je bosse avec et je suis amoureux de c'est mon IA Très bien. préférée. Et puis après, effectivement, Magnifique, Kling, qui est quand même celui qu'on a le plus utilisé. Kling 2 est sorti à peu près aux 2/3 de la prod, donc on a aussi pu un peu le poncer. Avec moi une fonctionnalité que j'ai adorée chez Runway sur le restyle vidéo à partir de la first frame, qui nous a aidé aussi à ajouter des éléments, faire des tests d'ajout d'éléments dans des décors. C'est-à-dire Ouais. là, on avait carrément des scènes tournées de bataille dans un décor naturel. Et on nous demandait par exemple de rajouter une rivière en fond. Bon bah ça typiquement, il y a que le combo Midjourney Runway à l'époque. Maintenant, Ouais. on a de nouveaux outils qui sont sortis dans les derniers jours qui le permettent aussi. Mais oui, que j'ai beaucoup aimé aussi. Le retexture aussi le remix de chez Sora nous a permis de faire pas mal de choses aussi. D'accord. Pour gagner en texture, notamment dans les scènes de neige, les choses comme ça, c'est des choses qui étaient sympas. Et Ouais. puis après, Topaz, c'est vrai qu'on l'a pas assez nommé, mais Topaz, Starlight, qui a fait son apparition aussi pendant le show, L'émission. ça nous a aidé quand même à upgrade un peu parfois nos Incroyable. shots. Et Topaz qui était indispensable puisqu'on travaillait en 4K 1080 aussi, alors quoi. qu'il fallait diffuser en 4K sur l'écran, quoi. Mmh. Non, mais c'est complètement fou. Sur vos GPT, je suis désolé, je reviens à chaque fois dessus, mais quand vous disiez qu'il s'améliorait petit à petit, c'est parce que vous modifiez vos GPT un petit peu en fonction du rendu ou ou en étant dans la même conversation, peut-être, grosso modo. Avec la notion de mémoire, dans la Voilà. même conversation, au fur et à mesure, quand on voit les différents, à force que tu as prompté des Israélites, des Philistins, Ouais. des types de personnages, des types d'environnement, il voit un peu plus un cadre que la première requête, OK, D'accord. où tu vas tout C'est lui bon. expliquer. J'ai compris. Merci beaucoup, mon cher Pierrick. Magnifique. Les gars, donc, mais c'est complètement fou. Alors, là, une question donc très importante. Alors, déjà, j'imagine que vous avez dû générer, mais comme des dingues. Alors, je crois que vous êtes tous sponsorisés par ces outils ou vous êtes aussi testeurs, mais vous avez dû générer une quantité astronomique d'images et de vidéos pendant ces 3 mois, vous trois. Ouais. Ouais. Vous Ouais, payez et ça pas fait partie des les outils? House of David payez les outils? Comment Ouais, ça se c'est qu'en fait, à tout moment, on demandait quand on avait besoin d'être rechargé, quand on n'avait plus de crédit sur telle ou telle IA, peu importe, ou qu'on avait besoin d'une autre IA, d'un autre outil, on demandait à David, un de nos responsables, il sortait la carte bleue et du coup, il nous rechargeait. Ça, c'était pas du tout un frein. Il nous disait, quand vous avez besoin d'un truc, vous nous appelez, vous l'avez cash en fait. Ensuite, merci les gars. Ensuite, par rapport aux gains d'économie et de temps. Donc après, en plus, hein, je pense à votre équipe, il y a donc Heather aussi, c'est bien qu'il y ait une femme en plus avec vous. Dommage qu'on l'ait pas ici, mais en tout cas, c'est cool d'avoir une équipe aussi un peu mixte, à souligner dans tous les cas. Gains d'économie et de temps. Julien en parlait un petit peu, notamment sur les scènes de nuit, en disant que c'était 2 fois plus coûteux. Voilà. Vous pensez que ça a permis de gagner combien de temps, de gagner combien d'argent? Est-ce que vous auriez une idée par rapport à ça, sur une scène, sur un plan, sur un certain nombre de minutes? Vous avez une idée de ça ou pas? Typiquement, on a travaillé sur une scène où on a travaillé tous les trois. Sans rentrer dans les détails, c'était une vague. Voilà, et des gens d'Amazon sont venus nous voir à ce moment-là, et notre responsable qui était là en visite, il Ouais. était devant l'écran de Pierrick pour montrer un exemple. Et voilà, à nous quatre, voilà, on y a travaillé pendant 2 jours dessus pour qu'il D'accord. trouve la scène. Et en VFX traditionnel, ça aurait été 3 semaines de boulot.
Ça aurait été 3 semaines de boulot, d'accord. Ouais. Il y a des Merci beaucoup, scènes, Ludo. on n'a pas de Deux, compteur deux précis. jours, Il y avait- 2 jours, 3 semaines de boulot, d'accord. Donc ça, c'est Un très trois jours. important, d'accord. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Il y a des scènes, on n'a pas de compteur précis, mais notre responsable VFX qui nous chapeautait, notre N+1, aimait à nous donner parfois les montants économisés pour chaque shot réussi. Exact. Et on était très souvent à plusieurs dizaines, voire pour certains, à plus de 100 000 $ pour des shots complexes. Ouais. Donc oui, l'économie, elle est réelle. Et donc, ce que ça veut dire, Julien, ça veut dire typiquement, pareil, sur la vague, bah, vous 3 à temps plein et avec vos crédits, je sais pas, c'est peut-être sur ces 2 jours, 10 000, 20 000 $, quoi, grosso modo. Et par contre, sur la scène 3 semaines dont parle Ludo en mode classique VFX, peut-être que c'était une scène donc à 100 000, quoi, grosso modo. Hein, ouais, ça. on est souvent sur un ratio Ouais. divisé par 5 par 6. Ça dépend de Divisé la par contexte. 5 à 6, d'accord. Ouais, Que ouais. ce soit sur le budget ou sur le temps passé, quoi. Ouais. Exactement. En Alors, non, mais fait, il nous c'est disait. super intéressant d'avoir et surtout, tu vois, avoir le retour de cette personne du VFX qui, si je comprends bien, bossait là-dedans bien Ah avant oui, l'IA elle est montée sur générative. Spider-Man, C'est elle a fait clé. des gros trucs, ouais. Elle connaît son métier, ouais. Donc, tu dis un ratio de x5 à x6. Non, mais donc ça, c'est colossal. C'est énorme, bien Oui, sûr. c'est colossal. C'est colossal. Mais oui, Et après, c'est. donc, ce qui veut dire que donc c'est d'autant plus adapté, d'autant plus intéressant sur certaines scènes où tu as besoin d'un truc grandiose, où c'est de nuit, comme tu nous le disais tout à l'heure. Et en fait, ça veut dire aussi, d'une certaine manière, c'était mon invité Fred Raillard de Fred et Farid qui m'avait parlé de ça sur le podcast. Il y a un petit peu un détachement possible entre le grandiose d'une scène et son budget grâce à ces nouveaux outils, cette nouvelle manière de travailler, Pierrick. Exactement. Ça ouvre. Oui, en beaucoup fait, de ça choses. permet. Un péplum comme House of David, aujourd'hui, il n'aurait jamais dû voir le jour. Hollywood aujourd'hui est une industrie qui souffre énormément économiquement. Et les péplums, ça fait longtemps que c'est rayé de la carte. Je pense qu'un des derniers, ça a dû être. Il y a eu la série Rome, il y a eu Gladiator. Mais bon, tout ça remonte déjà à quasiment 10 ans, voire plus de 10 ans pour certains. Et les péplums sont extrêmement coûteux pour Hollywood. Et il n'y a que l'IA aujourd'hui qui peut permettre de faire renaître ce genre. Ouais. Parce que effectivement c'est très coûteux. Il y a les scènes de nuit dont on parlait, mais il y a aussi toutes les scènes. Nous, on nous a demandé aussi de prompter pas mal de scènes avec des animaux, parce que chaque animal, c'est un dresseur derrière, un casting d'animaux. On s'est retrouvé d'ailleurs dans des scènes assez folklore avec des castings de serpents, avec une 50aine de caisses blindées de cobras ou de pythons pour voir qui allait jouer la scène. Et puis parfois, ils étaient beaucoup trop agressifs, et donc les Américains, voulant la jouer safe, disaient bon, bah, ok, ceux-là, on va les prompter. Enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure où l'IA effectivement peut permettre quand même de sauver un plan, ou en tout cas pas seulement d'en réduire un coût, mais de le rendre aussi possible. Et le budget de la série au global, c'est combien sur une saison comme ça? Là, je sais pas si on transgresse le NDA si on le dit. Et en gros, c'est autour ça doit être quasiment plusieurs dizaines. Déjà, c'était un budget pour 2 saisons. Hein. Ils ont signé pour 2 saisons dès le début. Pour moi, je pense que la saison, elle doit être entre 30 et 40 millions de $. D'accord. Ouais. Et les VFX, ça doit être une part importante de ça. Et donc là-dessus, vous permettez des économies et un gain de temps très important. Ils nous disaient que l'équivalent, en fait, ils nous ont souvent dit, notamment qu'Amazon était venu, ils nous ont dit, vous, les 7, là, donc les 5 garçons et les 2 filles, il y avait 2 filles aussi, Heather et Jaydune, c'est l'équivalent de 50 personnes en tradi, en fait. Wow. Nous 7. C'est incroyable. Et il y a une interview très intéressante de John Irwin, parce qu'ils annonçaient, et c'est là où nous, on a pu commencer à communiquer sur notre escapade de Batman. Il y a une interview de John Irwin quand ils ont diffusé l'épisode 6 aux États-Unis, et de la saison 1, quand c'était diffusé sur Amazon, où il y a une vidéo de 3 minutes de John Irwin où il parle de l'intégration de l'IA dans son process, et ça revient à ce que Julien a dit. Il disait, sans l'IA, House of David n'aurait jamais vu le jour. C'est ça.
C'est tout à fait incroyable. C'est quoi votre vision, les gars? Parce que vous êtes un peu des poissons pilotes, des bêta-testeurs, les premiers là-dessus. Vous parliez même de trouver la bonne organisation. Est-ce que vous pensez que il y a plein d'autres films qui vont se faire comme ça? Est-ce que vous pensez que il y a plein de vidéos, de contenus qui vont être faits de la même manière? Parce que là, maintenant, ce qu'on voit avec vous trois, c'est qu'on peut faire quelque chose de pro. Alors, j'ai pas vu le rendu, mais je vais adorer regarder cette série et penser à vous trois et à vos anecdotes. Mais j'ai pas trop de doutes là-dessus. Il doit quand même y avoir des standards de qualité. Est-ce que vous pensez que ça va se faire de plus en plus, que dans le futur, tout va être généré? Là, moi, ce que j'aime, c'est que c'est hybride. C'est-à-dire qu'à l'instant T, si tu me parles d'aller voir un film 100% IA, à l'instant T, j'ai pas la hype. Je te parle d'un film, d'aller au cinéma ou une série sur Netflix. Là, moi, ce que j'aime, c'est que c'est hybride et que c'est quand même Disney l'utilise, comme a dit Jules, sur C'est du pur Mando. hybride, tu as raison, il y a le fond, quoi, en effet. Donc, il Voilà. n'y a pas de remplacement d'acteurs, en l'occurrence, quasiment. Donc, il y a des vrais acteurs, il y a des décors, et du coup, c'est pour ça que ça marche bien. Et que quand on voit le résultat final, tu n'y penses même pas. D'ailleurs, c'est le but, c'est ce que disait John. Il dit, quand on regarde la série, je ne veux pas qu'on se dise, OK, ça, c'est un plan IA qui est en fond. Donc ça, moi, j'y crois parce que de toute façon, ça va faire une économie. C'est super marrant, Pierre, parce que moi, je pensais à cette hybridation et je me disais, en fait, tu vas faire certains plans, tu sais, genre une forêt, par exemple, tu vas la faire avec l'IA. Par contre, une scène avec des gladiateurs, bah là, tu vois, c'est une vraie scène et tout ça. Et en fait, là, ce que je comprends avec votre wall et tout, et là, vous m'avez ouvert un nouvel horizon, c'est que tu as eu une hybridation déjà sur ce plan-là, quoi, avec les comédiens et le fond. Et ça, c'est une hybridation IA à ce niveau-là, quoi. Et si tu as tout le matos, que ça demande un gros studio, ça demande quand même un gros investissement. Ouais, on va avoir de plus en plus de séries, de films qui vont aller vers ça, clairement. Ça ouvre des possibilités qui sont énormes et en termes de coûts, de réduction des coûts, c'est énorme aussi. Mais c'est une méthode de travail bien pratique, hein, bien à part, où il faut vraiment s'organiser, quoi, entre les consignes du réalisateur, vos process à vous trois et tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, je pense que c'est là où on a essuyé les plates, c'est que forcément, vouloir faire des économies et intégrer de l'IA, c'est une chose, mais en fait, on s'est rendu compte que c'est aussi quelque chose qui nécessitait d'être anticipé. Ça n'a pas forcément été fait sur House of David, mais c'est normal, il faut aussi des premiers qui s'y lancent. Et c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nécessiterait probablement sur les prochains, si on en discutait avec un réalisateur, une vraie phase de pré-production pour identifier les scènes réelles qui seraient produites en IA. Nous, on le découvrait un peu à la lecture, mais on sentait que c'était pas tout à fait anticipé. Ils savaient pas encore quelles scènes ils allaient nous refiler du jour au lendemain. Donc, c'est là où ça devenait parfois un peu complexe dans l'organisation. Mais je pense que bien anticipé et bien nourri, encore une fois, avec ce côté encyclopédique des images de référence, de quoi on parle, dans quelle tenue, dans quelle époque. Ça, je pense que il peut y avoir tout un travail préparatoire qui, le jour où tu passes en phase de prod avec la partie tournage, là, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup de choses validées en amont. Tu as eu le temps de te rencarder avec les décors parce que toi, il y a ton écran, mais il n'y a pas que les acteurs devant l'écran. Il y a des éléments de décor, il y a des faux arbres, il y a des fausses pierres, il y a des fausses rivières parfois, il y a des choses qui sont recréées en réel aussi devant. Et tout ça a besoin d'interagir de façon la plus intelligible possible pour les gens qui y travaillent. Donc voilà, et puis après, toute la partie post-production dont on n'a pas parlé et dont on va bientôt rentrer. On n'a pas commencé la post-production pour cette saison 2. Ça devrait bientôt commencer pour nous trois. Et ça, là, les plans se concentreront davantage sur des plans 100% IA. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de tournage, il y a plus de rôle. Et là, ça sera des shots 100% IA. Donc ça va être plus sporadique, ça, et je pense des choses aussi liées à la techno dont on parlait tout à l'heure sur la réinterprétation, le retexturing, où on va nous demander d'ajouter des éléments directement dans des scènes et faire des shots hybrides mais retouchés par IA en fait. Et donc ça, vous savez que vous allez bosser dessus et vous allez bosser dessus chez vous en l'occurrence sur cette post-prod. Okay. Ouais, on aura des news là incessamment sous peu et la post-prod se fera en remote. Ouais. Ok, génial les gars. Est-ce que vous avez vu, donc moi ce que je comprends quand même, c'est
Là, avec l'écran, cette hybridation, je vois l'enjeu, c'est énorme et je pense que c'est complètement fou. Tu nous parlais du Mandalorian, Pierrick. Ouais. Vous avez certainement vu, vous n'avez pas pu louper, et je veux votre avis là-dessus, VO3 de Google, qui vient de donner une grande leçon à un peu tout le monde, en ajoutant des personnages aussi avec une voix qui va être générée, des personnages qui parlent. Donc là, pour le coup, on se dit, et qui sont vidéo réalistes, là, on se dit qu'on peut peut-être aller même encore un cran plus loin. C'est quoi vos impressions là-dessus, les gars? Ouais, on n'y a pas accès. On a tous utilisé le VPN pour tester. Voilà. Sur des scènes, ouais, typiquement réalistes, ouais, c'est quand même terriblement bluffant de pouvoir arriver à générer ça. Après, Pierrick et Julien en parleront aussi, mais honnêtement, sur Kling 2.1 à l'heure actuelle, et je pense avec un coût moindre que VO3, on arrive à faire de très belles choses. Et après, je pense que, comme l'a dit Julien, on est sur de l'hybride en tradi VFX, enfin IA, mais là aussi, on va être sur de l'hybride à mixer les outils pour obtenir ce qu'on veut. Alors oui, ça va être un atout formidable et ça va ouvrir encore plus de possibilités, mais je pense pas qu'il faut dire que VO3 seul va bouleverser les mois et les semaines à venir. Oui, ça va permettre certaines choses et Kling 2.1 permet de faire des choses que VO3 ne peut pas faire sur ce que j'ai pu tester à l'heure actuelle. Je pense que tous ces outils-là, au fur et à mesure des semaines, et nous, on l'a vu au cours de ces 3 mois, et des choses qu'on ne pouvait pas faire au bout d'un mois, on les a fait au bout de 2 mois et demi, parce que Kling 2 était sorti, parce que, comme l'a dit Julien, le tout vidéo de Runway était sorti, l'IA va tellement vite, c'est pas à toi que je vais te l'apprendre, que ce qu'on fait là, où on en sera dans 3 mois, je sais pas. Je vais sonder donc Pierrick et Julien juste avant. Donc moi, j'ai vu, il y a une vidéo qui a un petit peu cassé X, Twitter. Vous l'avez certainement vu tous les trois. C'est un clip Afterlife fait par H.M. Al-Gaili là, avec VO3, où on voit de manière vidéo réaliste, comme si c'était des acteurs, une IA, un couple qui se parle comme ça. Ils sont allongés sur une pelouse, et après il y a un plan de caméra et on les voit, et en fait on s'aperçoit que c'est des IA sur fond blanc qui se parlent et qui s'interrogent sur le sens de la vie et qui se rendent compte qu'ils sont dans une simulation. On a l'impression que c'est des vrais comédiens. Et le mec il fait ça tout seul avec VO3, un petit film de 3 minutes, il casse internet et c'est complètement incroyable, et ça nous fait nous poser des questions, voire ça tire les larmes aux yeux, quoi. C'est dingue. Pierrick, ton sentiment? Ouais. Alors moi, mon sentiment, c'est quand je l'ai testé, c'est très déstabilisant parce que là, en un prompt, tu fais tout, tu dis la scène, tu dis les mouvements de caméra, tu décris les personnages, tu fais l'ambiance sonore et tu fais les voix. Donc quand je l'ai testé aussi avec VPN, moi je me suis dit je vais tester avec des voix françaises parce qu'on sait qu'avec les IA, c'est pas facile les voix françaises qui sont cohérentes. Et ça m'a calmé en fait quand ça m'a sorti les premières voix françaises, j'ai dit waouh. Ouais, ça fait partie des meilleurs, c'est photoréaliste, ça avait très bien suivi les prompts. Ouais. Après, il peut y avoir des fails, le coût est cher. Après, il faut voir quand ça va sortir en France. Moi, j'ai que testé le texte ou vidéo, parce que nous, si on a des demandes, si on doit avoir un des personnages, on doit vraiment avoir le personnage, en fait, de la série. Bien sûr. Donc, oui, là, ça a cassé Internet, parce que le gap, il est énorme, mais après, toutes les semaines, ça bouge, quoi. Donc, depuis qu'ils ont sorti ça, c'est sûr que Luma, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dégainé une nouvelle version. Minimax, on n'en a pas entendu parler depuis un moment. Donc, tous vont mettre à jour leur modèle. Ça ne va faire que ça, en fait, crescendo. En fait, toutes les semaines, on se prend des claques. Mais celle-là, ouais, elle est violente. Mais c'est cher quand même. Ok, Julien? Ouais, écoute, moi, au-delà des batailles d'outils qui font rage quand même de façon assez intense depuis janvier, je pense que la question aussi derrière ce que tu poses, c'est quel avenir pour le cinéma. Alors moi j'ai une autre référence que je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu aussi, qui s'appelle Echo Hunter. C'est un gars qui a sorti un cours de 20 minutes magnifique, 100% VO3, qui s'appelle Cavan the Kid,
qui est accessible, je crois, Ok. sur Insta, mais sur Twitter, il doit être aussi. Là, pour le coup, on a une vraie production derrière, on a des vraies voix d'acteurs, mais 100% de l'image est VO3. C'est un travail remarquable qui, moi, m'interroge effectivement sur la suite du cinéma. Moi, je ne veux pas croire à un remplacement du cinéma par l'IA, déjà parce que je trouverais ça particulièrement triste, même si c'est, on le sait, l'intelligence artificielle n'est intelligente que si elle a un humain derrière. Mais si on devait se dire qu'un film finalement est le résultat de la pensée d'un seul homme, même si c'est un peu le cas aujourd'hui dans le cinéma traditionnel, il y a toujours des sensibilités qui se confrontent le jour d'un tournage, que ça soit en pré-prod, en prod ou en post-prod. C'est quand même le résultat de compromis, de contraintes, d'imperfections, de beautiful imperfection, comme disaient les Américains. Moi, je pense que l'IA, 100%, enfin le film se fait 100% en IA, ne pourra exister mais que dans son propre genre. Je le vois pas évoluer en concurrence du cinéma traditionnel. Le cinéma a ce virage à prendre pour le rendre plus créatif, plus permissif, casser certaines barrières qui avaient techniques qui aujourd'hui peuvent être explosées. Mais de là à vouloir le mettre en comparaison avec le cinéma en 100% IA, personnellement, je suis pas à l'aise. Moi, je reste quand même très cinéphile au fond. Si je fais ce métier-là, c'est aussi par amour profond du cinéma. Donc, je le vois exister parce que le renier, ça serait jouer l'autruche. Mais je pense qu'il a tout intérêt à se créer sa propre catégorie, que ce soit dans les récompenses ou dans sa façon d'être reconnu, quoi. L'ambiance sur le plateau, vous étiez perçu comment? On vous voyait comme les tarés de l'IA ou ça se passait bien? Vous faisiez vraiment partie de l'équipe? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait de temps en temps une appréhension ou c'était vraiment bon enfant et on disait bravo pour ce que vous faites les gars? C'était quoi? N'oublie pas qu'on était 3 Français quand même et qu'il y avait plusieurs nationalités. C'est Donc, vrai, Pierrick. on était quand même assez collecteurs. Au début, ils nous ont pris pour des fous, en fait, les 3 Français. 3 Français qui font de l'IA générative. C'est clair. C'est encore ces froggies. Non, écoute, je dirais que globalement, déjà le superbe accueil des gens, parce qu'on avait affaire à des gens quand même très sympas. D'un point de vue professionnel, je sais pas comment l'ont ressenti les garçons, on n'a pas trop échangé là-dessus, mais je dirais que c'est partagé. Je dirais que 70% étaient plutôt à embrasser les opportunités créatives que ça pouvait offrir. 30% étaient plutôt en mode c'est ça à quoi ressemblent les gens qui vont nous piquer notre job demain, quoi. Mais voilà. Mais globalement, je dirais majoritairement, on était plus sur des gens enthousiastes. Après, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais je sais pas comment c'est Ludo et Pierrick. Ouais, non, même avec Julien, voilà. John Irwin, le réalisateur, était fan d'IA, donc Chad, le directeur artistique, certains réalisateurs, Adam, voilà. Ça, John Irwin, quand il venait dans le bureau avec nous, c'était comme C'était la fête, en fait. On avait les AI Avengers, le gars était fou, en fait. Il faisait que tourner sur les ordinateurs, c'était hallucinant, en fait. Mais le mec, en fait, avec vous trois, il a l'équivalent de 50. Il n'arrivait pas à se concentrer. Je me souviens, il se mettait, par exemple, derrière l'ordinateur de Pierrick et il disait ça c'est pas mal. Puis d'un seul coup, il voyait un reflet d'une créa sur l'écran de Ludo et il disait mais attends, mais ça c'est super aussi. Et en fait, il arrivait, il avait juste distribué des compliments, mais sans donner aucun retour concret, quoi. Magnifique. Il était un peu débordé par la créativité que ça générait, quoi. C'est ce qui est normal. Incroyable. Bravo messieurs. Dernière question, la série elle sort quand? Vous avez une idée ou pas? Non, parce que la post-prod ça peut durer plusieurs mois. Ouais, je dirais février, mars l'année prochaine, probablement. Ouais, je dirais à peu près la même temporalité que la saison 1, en fait. Je dirais début d'année prochaine, février, ouais. Et donc mars 2026, dis donc, là on se rend compte de la lenteur de ces projets, quoi, au final, de ces énormes projets, la lenteur du vrai monde, alors que vous faites gagner, vous divisez tout par 5 ou par 6. On a hâte de suivre, de voir cette série, franchement, je me réjouis de la voir, mais c'est incroyable parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on pourra faire avec nos outils, les gars, en mars 2026, franchement? Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tout ça a été fait avec des outils que la plupart de tes auditeurs, je pense, manient, en tout cas pour les plus impliqués d'entre eux, manient tous les jours.
On n'est pas sur des outils avec une courbe de progression de dingue où on leur demande d'apprendre des logiciels hyper complexes. On a travaillé avec des outils cloud dont on entend tous parler et que certains manient déjà. Et c'est ça qui est assez fou. Cette démocratisation incroyable, en effet, comme l'a poussé ChatGPT, mais aujourd'hui des outils à $20 par mois que tout le monde peut utiliser, qui sont des standards du VFX. Merci messieurs, merci pour votre témoignage, merci de nous raconter votre aventure, et bravo surtout les gars, parce que je trouve que ça fait partie, il y a quelque chose d'exceptionnel. En vrai, avoir une équipe comme ça de 3 Français avec vos accents qui sont aussi bons que le mien, mais une équipe de 3 Français comme ça, au top du top d'un péplum, d'une nouvelle série Amazon, énorme budget, 3 Français comme ça à la pointe de l'IA générative, je me dis waouh, on a une espèce quand même de French touch comme d'habitude, comme on l'avait dans la musique, et vous représentez bien ça. Et c'est génial, bravo les gars, merci. C'est très gentil. Merci Nico, ça fait super plaisir. Merci à toi. Messieurs, en attendant, on va vous suivre sur vos comptes X, évidemment avec beaucoup d'attention. Donc, merci Pierrick, merci Ludo, merci beaucoup Julien. C'était passionnant de pouvoir échanger avec vous sur cette nouvelle manière de faire du cinéma, ces nouveaux workflows. Donc, c'est vraiment génial. On va suivre vos aventures de très près. J'espère que vous viendrez peut-être en parler un de ces 4 sur le Meetup, Comptoiria aussi. Ça peut être super sympa. De ouf. J'espère aussi que j'imagine que vous allez avoir plein de sollicitations professionnelles. Quand je vous écoute, quand je vois comment vous travaillez, ce qu'on peut gagner en temps et en créativité, en vrai, si j'avais une campagne à faire, un petit film, je pense que je pourrais très très vite penser à vous. Donc voilà les gars, il me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end de l'Ascension et à vous féliciter et à remercier nos auditeurs pour leur fidélité, en tout cas, et leur patience pour attendre House of David saison 2 en mars plutôt 2026. Merci à toi Nicolas. Bon à tous. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!